Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire Grand Linéaire et Petit BIM. Je suis Franck Gautron, directeur d'Indura, cluster en Auvergne-Rhône-Alpes orienté sur l'innovation et l'internationalisation du génie civil, travaux publics. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'animer ce webinaire dans le cadre du Hub InnovInfra. Un petit mot sur le Hub. Le Hub InnovInfra est un réseau de réseaux territoriaux autour des 4 clusters français de l'aménagement du territoire et des travaux publics. Ces 4 clusters sont Novabuild en Pays de la Loire, ODIS en Nouvelle-Aquitaine Éco-Chantier en Bourgogne-Franche-Comté et donc Indura en Auvergne-Rhône-Alpes, associé à l'Institut de la recherche expérimentale et du génie civil, l'IREX, et évidemment en lien fort avec nos 2 organisations professionnelles, la FNTP, la Fédération nationale des travaux publics, et le Syntec. Alors, pardon. Donc, le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans un cycle de plusieurs rencontres construites entre ces 4 partenaires. Nous voyons là un effet positif de la Covid, car en effet, jamais dans le passé, nous n'aurions eu l'idée ou eu la capacité d'organiser ce genre de rencontres ouvert à tous, ouvert à tous les adhérents et plus largement à tout le public national et au vu de notre organisation territoriale. Comme vous l'avez remarqué, ce cycle est dédié à la thématique du BIM dans l'infrastructure. Il s'inscrit dans la perspective de l'organisation à Lyon, fin août, du congrès InfraBIM Open, premier congrès européen spécialisé sur le BIM infrastructure. Ce congrès est co-organisé évidemment par le Hub, par le projet national MIND et Building Smart France. Nous avons aujourd'hui l'espoir de le tenir en présentiel. Nous espérons vous y retrouver tous nombreux. Et nous vous encourageons vivement à proposer des interventions, les appels à l'innovation étant ouverts en ce moment. Donc, bienvenue sur ce webinaire intitulé Grand Linéaire et Petit BIM, qui sera illustré par 2 intervenants, Sylvain Bronner, qui nous relatera l'aventure du BIM au sein du projet Lyon-Turin ferroviaire, projet européen qui a commencé à une époque où certains d'entre nous n'étaient pas nés. Donc, on voit le poids de l'histoire. Sylvain, je te laisse te présenter. Bonjour, donc Sylvain Bronner, je travaille pour Tunnel Euralpin Lyon-Turin. Je travaille plus particulièrement à la direction ingénierie, plutôt en charge des études des équipements non ferroviaires, mais j'ai aussi contribué un peu dans le groupe de travail qui a travaillé sur la démarche BIM au sein de TELT. Merci Sylvain. Et Clément Galandrin qui nous illustrera comment une entreprise déjà investie dans la modélisation numérique converge vers le BIM. Clément, quelques mots? Oui, bonjour à tous. Du coup, Clément, je suis responsable innovation au sein de la société Cannes, qui est une entreprise spécialisée dans les travaux d'accès difficiles et notamment les ouvrages de protection contre les risques naturels. Merci Clément. Et je travaille du coup depuis un certain temps sur l'aspect déploiement d'outils numériques dans les process de Cannes et depuis encore plus longtemps sur le développement d'ouvrages de protection. Merci. Avant de commencer, prenons une dernière minute pour rappeler les consignes de fonctionnement de ce webinaire. Vous disposez de 3 outils pour interagir avec nous. Ces outils se trouvent dans la barre de tâches en bas de vos écrans. Il s'agit du premier, donc converser, c'est un chat où vous pouvez faire passer tout type de messages. Pour les questions, s'il vous plaît, privilégiez l'outil Q&R, donc questions et réponses, plus que le chat, et qui nous permettra de centraliser les questions à poser à nos interlocuteurs et éventuellement d'y répondre entre-temps, soit par nos conférenciers eux-mêmes, soit éventuellement par des spectateurs. Le troisième outil, c'est lever la main, option qui nous indique que vous souhaitez prendre la parole. Alors, outil à manipuler avec précaution, dans la mesure du possible, si nous en avons le temps, nous essayerons de vous céder la parole pendant la séance des questions-réponses, parce que c'est plus sympathique de poser en direct la question. Mais ce sera que si nous avons le temps. Cette démarche, elle est structurée. On devrait vous envoyer un message en disant « on va vous céder la parole » et là, vous serez autorisé à ouvrir vos micros. C'est nous qui donnons l'ordre, qui donnons la demande d'autorisation d'ouverture des micros. C'est vous qui acceptez cette ouverture des micros et à partir de ce moment-là, vous serez en ligne.
Quant aux questions et réponses, nous vous proposons de faire une séance en fin de présentation. Donc, j'insiste, en cours de ces présentations, inscrivez bien vos questions-réponses sur l'outil. Ça nous permettra de mieux rebondir par la suite. Maintenant, place au webinaire. Sylvain, je te cède la parole. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous faire une petite présentation donc, sur la démarche BIM au sein de TELT et on va rentrer tout de suite dans le sujet. Donc, tout d'abord, je vais vous faire une toute petite mise en contexte sur ce qu'est la nouvelle liaison transfrontalière et dans quoi elle s'inscrit. Donc, Tunnel Euralpin, il faut savoir que c'est un promoteur public détenu à 50% dont 50% des parts sont détenues par l'État français, 50% des parts sont détenues par Ferrovie dello Stato en Italie, donc indirectement, on va dire l'État italien. Et de ce fait, donc les travaux de la nouvelle, donc nous, TELT, promoteur public, on s'occupe en particulier des travaux sur la ligne Lyon-Turin de la section transfrontalière. Et donc cette ligne s'inscrit dans ce qu'on appelle le réseau TEN-T, donc les réseaux trans-européens ferroviaires. Voilà, donc un petit focus sur la section transfrontalière. Donc comme je vous disais, TELT, Tunnel Euralpin Lyon-Turin, a la mission de construire l'ouvrage et derrière de l'exploiter, c'est-à-dire l'ouvrage. On parle du tunnel de base de 57 km, mais il y a également des travaux à Saint-Jean-de-Maurienne à l'air libre, avec notamment une gare internationale et diverses installations techniques. Ce que je vous disais préalablement, donc le tunnel de base avec 57 km et demi, des sites de sécurité, donc ça c'est des ouvrages un peu techniques spéciaux en souterrain, une gare internationale à Suse et le tunnel d'interconnexion pour se raccorder ensuite sur la ligne historique qui va sur Turin. Alors, un petit focus sur le découpage des chantiers, ça c'est pour vous expliquer un peu comment tout ça s'articule. Donc, on a découpé les travaux autant de génie civil que des valorisations des matériaux et d'équipements en 12 chantiers opérationnels. Donc, on voit là, par exemple, le chantier 1, c'est le tunnel d'interconnexion à la ligne de Bussoleno. Les chantiers qui sont classés sous 2, ce sera les travaux dans la plaine de Suse, et ainsi de suite. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les chantiers en souterrain. 9, le chantier côté Saint-Jean-de-Maurienne. Et ensuite, les chantiers transversaux, en France, le 11, et en Italie, le 10, de valorisation des matériaux. Et après, il y a vraiment un très gros chantier d'équipement et de bâtiments techniques qui viendra compléter l'ouvrage, donc le chantier opérationnel 12. Donc, pour vous parler un peu des étapes de l'approche BIM, donc, comme le disait précédemment Franck, ce projet, ça fait très longtemps qu'on en parle, puisque les premières réflexions, elles datent de 1989. Moi, j'étais tout juste né. Et vous vous doutez bien, ensuite, les étapes de faisabilité par Alpes-Tunnel, les études de reconnaissance sous LTF, et maintenant, TELT pour les travaux et ensuite l'exploitation. Il faut savoir vous vous doutez bien qu'à l'époque des premières études, le BIM, on n'en parlait même pas. Alors, il y avait déjà de la 3D, mais c'était de la 3D à échelle réduite, par exemple, sur certaines études de ventilation ou autres. Et on voit aussi l'évolution politique qui a suivi le projet. Tout ça pour dire en fait que le BIM, ça fait que quelques années qu'on touche le sujet d'un peu plus près. Et donc, pourquoi on met en place la démarche BIM pour le projet? Déjà parce que c'est un vrai challenge pour notre infrastructure. Parallèlement, nous, ce qui est vraiment intéressant dans cette démarche, alors même si on ne l'a pas forcément prise, comme on le verra un peu plus tard, dès le début, dès les premières phases de conception, puisque comme vous l'avez vu précédemment, la conception, ça remonte quand même, enfin les premières idées mises sur le papier remontent quand même à quelques dizaines d'années. Nous, le réel avantage qu'on y voit, c'est la partie exploitation.
On aura une base de données consolidée avec tous les éléments qui auront été agrégés au fil du temps, au fil des différents chantiers, pour derrière maintenir et gérer l'ouvrage de la meilleure manière possible. Et il faut savoir que côté italien, en fait, un décret législatif impose l'utilisation du BIM à partir du 1er janvier 2019, à partir d'un montant de travaux supérieur à 100 millions d'euros. Alors, la première étape avec le BIM, en fait, c'est un jeune collègue qui a fait un projet de fin d'études en 2017. Et du coup, c'est un peu la première approche qui a été faite. Il faut savoir que chez nous, la démarche BIM est portée plutôt par les collègues du service planification contrôle projet. Ça, c'est lié à l'organisation en interne. Et du coup, ce jeune ingénieur a fait un travail d'étude avec un cas d'école, on va dire, sur le site de sécurité de Modane, et notamment les travaux de la descendrie. Et donc, il a commencé par faire une modélisation du terrain, modéliser les ouvrages. Donc là, en l'occurrence, c'est les puits d'Avrieux, travaux qui ont commencé assez récemment. Voilà, ça c'est la caverne en pied de puits. Vous avez ici le profil en long de la descendrie, le petit tracé en jaune, avec les différents éléments. Donc là, une section type, voilà, les équipements qui viendront être installés à l'intérieur de cette descendrie. Un planning type, hein, on voit bien que ce n'est pas un planning de détail, pas très réaliste, c'est juste histoire de vérifier le bon fonctionnement de la 4D et de la 5D. Donc coût et délai. Et ici, un planning, disons l'avancement économique en fonction du temps sur ce qui était projeté et disons la simulation avec un peu de retard pour faire apparaître ces différents éléments dans son cas d'école. Et ce qui a conduit en fait à déjà un article scientifique et également, déjà ça a conduit à son travail de fin d'études qu'il a soutenu auprès de l'École polytechnique de Turin, et un article dans la revue spécialisée Gallerie e Grandi Opere Sotterranee. Et voilà, on voit une petite illustration un peu de ce cas d'école, avec ici ce que je vous disais précédemment, donc l'insertion dans le territoire et l'avancement du chantier. Voilà. Mais c'est vraiment une représentation très sommaire, très synthétique des travaux de creusement de la descendrie de Villarodin-Bourget. Voilà, avec donc en jaune tel que prévu, et en rouge tel que prévu, et en jaune, disons, les travaux avec un tout petit peu de retard. Voilà, donc ça, c'était la première approche. On est rentré un peu plus dans le sujet à partir du moment où les groupements de maîtrise d'œuvre des travaux du tunnel de base côté France ont été attribués, puisque donc là, on parle de 2018, hein, au printemps, à l'été 2018. En fait, on a fait travailler ensemble les 3 groupements de maîtrise d'œuvre pour donc c'est les majors français notamment, donc avec Ingérop, pour en citer quelques-uns, Ingérop, Egis, Arcadis, CETEC, Sistra, et puis des ingénieries aussi italiennes. Et donc, on leur avait demandé en fait de réaliser une convention et un modèle 3D. Donc, on ne parlait pas encore vraiment de BIM à proprement parler, parce qu'il n'y avait pas forcément de données rattachées à la modélisation 3D. Mais déjà, ça nous a permis de voir ce qui était faisable et de cheminer un peu en interne sur exactement ce qu'on voulait obtenir dans le BIM. Donc c'était en fait cette modélisation 3D, c'était en quelque sorte une preuve de concept sur ce qui était faisable, et de rattacher toute cette modélisation aussi à notre découpage du projet, le découpage en Work Breakdown Structure. Donc voilà, ça c'est une petite illustration de l'entrée du premier tronçon côté français, le CO8. Vous avez la petite illustration là du CO5, et une modélisation un peu plus conséquente du chantier opérationnel 6-7. Donc avec ici, c'est le site de sécurité de l'APRA qui est représenté.
Donc c'était déjà, donc on a fait travailler ensemble les 3 maîtres d'œuvre, ce qui était les BIM managers de mémoire. Je me rappelle qu'ils étaient, c'était pas facile déjà de mettre sur papier un peu comment ils allaient tous les 3 travailler ensemble, rien que pour cette modélisation 3D. Donc ça demandait beaucoup de travail de collaboration entre eux. Ensuite, en parallèle de ce travail qui a été mené par la maîtrise d'œuvre, nous, en interne TELT, on a réalisé en fait le schéma directeur avec les grands sujets qu'on souhaitait aborder grâce au BIM, donc l'optimisation de la conception, gestion de projet, un peu de simulation, le lien ici analyse et quantité avec le suivi des coûts et des délais, et puis surtout l'orientation facility management, donc en gros l'exploitation de l'ouvrage. Je continue. Les choses se concrétisent un peu plus puisque dans le document de consultation pour les travaux de génie civil, autant côté français que côté italien, on a ajouté une annexe au CCA qui est le cahier charge BIM. Et un peu en parallèle, là, pendant les phases de négociation des différents travaux, on a élaboré avec un AMO spécialisé une convention BIM Exé qui rentre vraiment dans le détail avec des documents techniques, des outils pour faire le BIM du tunnel, voilà, avec une petite organisation entre les différents acteurs. Et à côté de ça, donc vous voyez, c'est vraiment un peu décousu, enfin, c'est pas décousu, mais tout s'articule un peu différemment en fonction de l'avancement des chantiers, des ouvrages. Côté Saint-Jean-de-Maurienne, donc là, c'est une maîtrise d'ouvrage qui est déléguée à SNCF Réseau. Et eux, déjà en études pro, ils ont travaillé en BIM. Donc là, c'est la convention BIM entre Sistra, AREP et SNCF Réseau. Et là, on voit quelques copies d'écran d'ouvrages qui ont été réalisés en phase pro. Voilà, donc ça, c'est le pont rail René Cassin. Et ici, vous avez le pont rail tel qu'il a été ripé là, au mois de novembre. Et donc, les prochaines étapes à venir, donc en gros, ce sera une fois qu'on aura attribué les lots de travaux souterrains côté France, à savoir qu'on est actuellement en phase de négociation sur ces gros lots-là. Il y aura aussi l'attribution des lots côté italien. Donc, il y aura toute une démarche de concertation, de collaboration pour définir comment tous ces groupements d'entreprises et de maîtrise d'œuvre vont travailler ensemble en BIM. Et en parallèle, toujours en parallèle, on travaille aussi sur la rédaction de l'appel d'offres du CO12, donc les équipements, les bâtiments techniques. Et on réfléchit à comment intégrer tout ce qui sortira du BIM travaux génie civil pour le transmettre aux candidats, aux soumissionnaires pour les travaux d'équipement et de réalisation des bâtiments techniques. Et donc, pour conclure, j'espère que j'ai tenu les délais. Donc, on n'a pas tout à fait... disons qu'on n'a pas commencé en BIM dès le départ, vu que le projet remonte quand même à quelques dizaines d'années maintenant. Mais donc, on a pour objectif on va réaliser les travaux en BIM pour le tunnel de base, les travaux d'excavation et ensuite les travaux d'équipement, avec l'objectif principal, c'est d'avoir une base de données consolidée en phase d'exploitation. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Sylvain, de cette présentation, des engagements BIM, évidemment, dans le TET. J'ai déjà quelques questions à te poser, mais ce n'est pas l'heure. On va céder plutôt la main à Clément pour la deuxième présentation. Donc, encore une fois, je vous encourage vivement à poser vos questions sur l'interface spécifiée. Ça nous permettra de vous donner plus facilement la main en fin de séance. Clément, il n'y a plus qu'à activer ta vidéo et à toi la parole. Yes. Alors, normalement, c'est tout bon. Donc, rebonjour à tous. Donc, Clément pour la société Cannes. Merci à Sylvain pour la présentation sur le TELT. Donc, je lance le PPT. Alors, du coup, nous, Cannes, on est une entreprise travaux qui intervient, comme je le disais au démarrage, dans les travaux d'accès difficile et notamment la conception et la mise en œuvre d'ouvrages de protection de type écran par bloc, par exemple.
En fait, Cannes a amorcé depuis un certain laps de temps une transition numérique dans ses activités et intègre des nouveaux outils de CAO notamment. Dans le cadre de cette transition qu'on veut mettre en place dans les activités de la société, l'un des itinéraires choisis va mener au BIM, plus précisément au BIM infrastructure, et à une granulométrie relativement fine, puisqu'on va parler en fait de mise en œuvre d'ouvrages de protection au niveau des enjeux que constituent les grandes infrastructures, comme les routes, les voies ferrées ou encore les bâtiments. Dans le cadre de la présentation, pour comprendre un peu notre état d'avancement actuel avec les outils qui existent, il est important d'abord de comprendre comment on souhaite arriver à un environnement, on va dire, full BIM. Et pour ça, important de connaître quelques grands concepts du BIM. Donc, je vais commencer avec une petite slide qui résume des notions de modélisation BIM. Donc, on peut voir que on a du coup un modèle numérique graphique avec les modèles de terrain qui vont supporter ensuite des objets qui sont du coup des infrastructures. Les infrastructures, ça va être les enjeux pour nous à protéger. Nos ouvrages de protection vont, eux, être constitués d'objets moins conséquents, mais qui restent des objets avec des propriétés. Et ils vont pouvoir être équipés de plus en plus d'objets connectés avec de l'instrumentation, par exemple. Ce qu'il faut avoir en tête, du coup, là-dessus, c'est que les caractéristiques d'une maquette BIM, au-delà de tous ces objets, en fait, et les modèles de terrain, doivent porter les informations liées au projet à différents stades du projet. Au-delà de ça, toutes les informations échangées doivent pouvoir être échangées sans perte d'informations. On va parler du coup d'interopérabilité dans la modélisation et la réalisation des maquettes BIM. Et cela inclut aussi la suite, c'est que ces maquettes vont devoir être évolutives dans le temps pour répondre à toutes les phases d'un projet de construction. Donc, ça, c'est pour poser quelques concepts. Avant d'arriver du coup à ce stade d'une maquette full BIM, il est déjà possible aujourd'hui, avec les outils qui existent, les différents logiciels, d'arriver à des modèles qui sont déjà pertinents pour les différents cas d'usage des acteurs des projets d'ouvrages de protection. Et du coup, on va utiliser des modélisations avec en moyennant un certain travail sur les workflows. Donc, c'est ce que je vais vous présenter par la suite. Une fois qu'on a posé ces premiers concepts de là où on veut aller en termes de maquette BIM, il faut comprendre aussi le contexte de mise en œuvre des travaux de protection contre les risques naturels qui sont en fait dans des environnements contraints. Donc, on est en accès difficile, c'est-à-dire qu'on est sur des endroits où on ne va pas forcément pouvoir accéder à pied, où on va intervenir sur corde avec des moyens tels que les héliportages. On va mettre en place nos ouvrages sur des terrains accidentés. Donc, on est sujet en fait aux problématiques de géomorphologie et d'accidents topographiques. Et on est aussi sujet à d'autres difficultés que sont la végétation et des endroits où on est sujet à des chutes de blocs. Et au-delà de ça, par rapport aux infrastructures, les ouvrages de protection peuvent être, et c'est souvent le cas, placés sur des zones éloignées par rapport à l'infrastructure, et donc éloignées et inaccessibles, ce qui peut induire des problèmes de localisation des ouvrages dans le temps et du coup des problématiques dans les phases d'exploitation pour les maîtres d'ouvrage, notamment dans le cadre des inspections périodiques. Donc voilà, on a les concepts d'une maquette BIM, le contexte des travaux de protection. Et maintenant, je
que je propose de voir, c'est les différentes données qu'on peut intégrer et à quel niveau de modélisation on arrive aujourd'hui, avec les apports que ça induit pour la réalisation des projets. Donc, en termes de données, on va avoir deux grands thèmes, le terrain et l'ouvrage. Le terrain, on va l'acquérir par les moyens qui sont en plein essor aujourd'hui, que sont tous les moyens de scan, que ce soit du LIDAR, l'utilisation des drones pour les acquisitions à distance, avec notamment l'utilisation de la photogrammétrie. Et on va voir d'un autre côté tout ce qui est issu de la CAO, les ouvrages, qui sont en fait des assemblages de composants. Et aujourd'hui, on intègre le tout pour monter les maquettes projets. Sachant que ces objets, par exemple, les composants qui vont être intégrés dans nos ouvrages, peuvent être des pièces communes du marché ou des pièces spécifiques, ça peut être du matériel de chantier, ce genre de choses. L'ensemble permettant d'engendrer la maquette complète. Concernant les modèles de terrain, il y a différents degrés de modélisation de terrain qui vont être utilisés pour répondre à différents cas d'usage. On va utiliser les nuages de points, notamment pour tout ce qui est réalisation de mesures très précises. Et on va utiliser potentiellement des maillages qui vont nous constituer des surfaces, c'est-à-dire qui vont mapper le nuage de points, combler les trous éventuels dans les nuages de points et nous permettre d'avoir des rendus plus réalistes. Concernant la modélisation des ouvrages, on va avoir différents types de représentations graphiques, que ce soit à l'échelle du composant ou à l'échelle de l'ouvrage assemblé. Et en fait, l'intérêt, c'est que on va pouvoir alléger les maquettes si pour un cas d'usage spécifique, on n'a pas besoin d'avoir le composant avec sa précision réelle. On va pouvoir passer à un mode dégradé qui peut aller jusqu'à uniquement une ligne, comme ça peut être fait dans les outils de DAO. Donc, un intérêt, c'est alléger les maquettes, répondre à différents cas d'usage. Par exemple, un bureau d'études en études trajectographiques, s'il veut modéliser un écran, il ne sera pas obligé de le faire en rendu réaliste. Un trait sur un plan topo issu du modèle de terrain va suffire. Et donc après, on peut aussi imaginer que dans le cadre d'un projet, plus le projet va avancer, plus on va demander un rendu précis et réaliste. Au-delà de ces représentations graphiques, on va avoir la possibilité d'ores et déjà de réaliser des objets avec leurs propriétés et du coup que tout ça soit incorporé dans la maquette. Par exemple, ici, on est capable de donner à un objet qui va être un poteau ses caractéristiques, un poteau tubulaire avec un poids, un type d'acier et un revêtement, par exemple. On pourra aussi intégrer le coût et toute autre information utile pour le client et pour nos travaux. Au-delà de ça, on peut intégrer aussi le fait que la maquette est géoréférencée et du coup, on va avoir de taguer sur nos objets leur emplacement SIG, quoi. Donc, différents composants qui vont constituer un ouvrage relié au modèle de terrain. On va avoir du coup une maquette complète qui va évoluer au cours du temps. Pour ce qui est du risque naturel, notamment, et des ouvrages de protection dont on parle plus précisément ici, ces maquettes ouvrages plus terrain vont nous permettre d'incorporer au plus tôt dans les études d'exécution pour ce qui est de Cannes qui intervient en phase travaux, les spécificités des ouvrages qui seront réalisés. Définition du linéaire d'ouvrage, détermination des sectionnements de lignes d'écran, par exemple,
positionnement des ancrages, respect des angles de haubans, puisqu'on est sur des ossatures qui sont composées de câbles, mesurer les bavettes au niveau des creux topographiques, ou voilà, déterminer toute adaptation au terrain le plus en amont en phase d'exécution ou en phase d'étude. Donc, on va être capable aussi, du coup, de simuler des plans de glissement, de pouvoir donner précisément une longueur à nos ancrages en arrière de ces plans de fissure. Un exemple parmi d'autres. Donc ensuite, une fois qu'on a réalisé ces maquettes complètes, terrain plus ouvrage, on va pouvoir en extraire des livrables qui se rapprochent des livrables 2D généralement utilisés aujourd'hui, mais qui vont avoir un degré de précision plus élevé du fait des différents items que je vous ai présentés juste avant. On va ressortir du coup profil, plan d'implantation précis, avec adaptation à la morphologie. Toutes ces données techniques qui sont sur des livrables distincts qu'on va donner sur chantier, elles sont compilées au sein de la maquette. Et on les fera évoluer en jouant directement sur la maquette créée. Donc ces maquettes, au cours du temps, comme je le disais, elles évoluent. On intègre du coup, on est capable d'intégrer différents types de données qui viennent de la conception des ouvrages autour de l'infrastructure. On peut intégrer les données qui proviennent de co-traitants ou de sous-traitants de différents corps de métier. En phase exécution, réalisation, on va la faire évoluer comme on indice une étude d'exécution et en fonction de l'évolution des travaux. On va faire du coup un rendu final au maître d'ouvrage de cette maquette qui est à l'instant fin des travaux, des documents d'ouvrage exécutés. Et ce qui reste à travailler aujourd'hui, c'est de se mettre en accord avec les maîtres d'ouvrage et les bureaux d'études sur du coup une maquette qui va être capable d'évoluer au cours du temps, au cours du cycle de vie de l'ouvrage. Sachant qu'aujourd'hui, les partages au cours d'un projet peuvent se faire via des visionneuses qui existent, sans aller vers des visionneuses, vers des plateformes BIM complètes, ce qui correspond peut-être pas aujourd'hui aux besoins actuels, mais dans un premier stade d'évolution vers du BIM, ça suffit amplement. Et aujourd'hui, pour le moment, ça suffit aussi pour échanger en interne pour ce qui est des travaux de Cannes. Donc, pour conclure, les travaux en cours et les perspectives à 2 stades. Premier stade, c'est travailler dans l'intérêt commun des différents acteurs du risque naturel pour rendre l'environnement de données interopérable. C'est le sens du BIM, impliquer tous les acteurs des projets. Ça va passer du coup par de la standardisation, permettre un export et un partage des maquettes sans aucune dégradation des informations et indépendante des suites logicielles. On arrive aujourd'hui à partager les données et les maquettes, mais il y a encore certaines frontières au niveau des formats d'échange. Donc là, on va parler notamment de la standardisation des IFC, qui est un format supporté par Building Smart, et de passerelles pour pouvoir échanger. Les IFC sont plus axés du coup objets, et on envisage aussi des passerelles au niveau de Mind, des organismes de prénormalisation, des passerelles pour tout ce qui est SIG et échange de modèles de terrain. Donc cette standardisation passe par l'implication de tous les acteurs pour qu'ils définissent leur cas d'usage
et pour que les développeurs prennent en compte par la suite les besoins de tous les corps de métier. Et ensuite, du coup, pour ce qui est des perspectives de Cannes avec ses moyens propres, ça va être de faire évoluer nos maquettes vers la 4, 5 et 6D, c'est-à-dire intégrer les données, des bases de données à nos maquettes et à nos objets, intégrer des notions de phasage de travaux, intégrer des données financières et pour aller plus loin, intégrer des objets connectés qui sont en train de se développer dans le milieu des risques naturels. Donc, du coup, toujours dans cette perspective, Cannes souhaite intégrer les caractéristiques des objets géotechniques à ces modèles de terrain. Ça passe, comme pour la standardisation, par des travaux communs. Des travaux communs réalisés notamment dans le cadre du projet MIND et des travaux de Building Smart qui s'affairent à standardiser les données et les échanges de données, les porter à l'international pour arriver à des normalisations à l'échelle ISO et qu'ensuite les éditeurs logiciels prennent ces éléments en compte et qu'on puisse les utiliser dans les maquettes et rendre tout ça interopérable. Donc, je crois que j'ai fini en dépassant d'à peu près 1 minute. Je vous remercie. Merci Clément. C'est bien, le temps est respecté, donc on a une bonne période de questions-réponses qui peuvent s'opérer. Je vais commencer par une en direct. Clément, on voit que c'est en plein déploiement. Tu nous as parlé énormément d'IFC et finalement, tu nous as retranscrit une certaine complexité. Mais est-ce qu'en tant que… Cannes est une belle entreprise déjà, elle s'investit, mais c'est jouable ou pas le BIM là où pour l'instant, c'est la galère tous les jours? J'avais pas l'impression d'avoir reparlé énormément d'IFC, mais bon, je me trompe, je m'entends pas. Oui, c'est jouable, oui. Oui, bah, on est déjà, vous pouvez le voir sur la dernière illustration avec les couleurs, il y a déjà des objets qui sont utilisables pour constituer les… L'IFC, c'est un format d'export, déjà, premièrement. Du coup, on est capable aujourd'hui de modéliser les ouvrages, on est capable de les exporter avec le terrain. Après, il n'existe pas encore tous les IFC qui vont correspondre aux besoins, notamment sur les filets métalliques ou les dissipateurs d'énergie qui sont propres aux technologies de chaque fabricant sur les ouvrages de protection. Mais ça, c'est pour ça qu'il est nécessaire que tout le monde s'implique pour définir quels sont les besoins. S'il faut recréer des IFC pour certains objets, eh ben, ça passe par ce que j'ai donné comme info sur Mind, etc. D'accord. C'est vrai que la communauté est très active autour du projet National Bank, mais au-delà. Je vous encourage à nous contacter si vous voulez plus de précisions là-dessus. Je vais prendre une question de Yuan Schatz qui ne peut pas prendre la parole. Pour ceux qui souhaiteraient prendre la parole, levez la main, on a le temps de vous la céder. Donc, Yuan, te poser une question, Clément, qui était de dire, mais est-ce que vous avez réussi à mapper tous vos objets, toutes vos données dans un format interopérable et quelles ont été les difficultés rencontrées? Alors, dans un format interopérable, non, pas encore. Mapper l'ensemble de la maquette pour le partager à des maîtres d'œuvre ou à des clients, aujourd'hui, on sait le faire via les visionneuses qui existent. D'accord. On a parlé plusieurs fois dans les présentations là, de 4D, 5D, 6D. C'est quoi? En gros, 3D, c'est la représentation graphique. 4D, c'est le phasage, intégrer des notions de temps. Sylvain en a parlé dans sa présentation avec les notions de planning.
Ça peut être aussi du phasage pour proposer éventuellement des variantes. C'est un peu, voilà, c'est un phasage au sens temporel et planning prévisionnel, planning d'avancement. 5D, c'est par exemple, je parlais de propriétés quand je parlais du poteau en exemple. Je parlais d'objets auxquels on pouvait lier des propriétés. On peut très bien lier des notions de coût à ces objets et via la maquette et des plateformes qui existent pour certaines, qui sont en développement pour d'autres, on peut faire des requêtes qui nous permettent d'aller chercher au fin fond des informations liées aux objets, des estimations de coûts, ce genre de choses. C'est la notion financière 5D. Sylvain, tu me complètes si je me trompe. Non, j'aurais dit exactement pareil. Et puis la 6D, bah, ça, c'est en lien avec une des premières diapos que j'ai montré où j'avais mis un petit objet instrumentation. Ça va être les objets connectés. Sur un bâtiment, ça va être des détecteurs, je sais pas moi, de chaleur, de perte d'énergie, ce genre de choses. Sur des écrans, je crois qu'il y a certains fabricants qui sont ici. Il y a par exemple des nouveaux capteurs qui sont sortis pour détecter les chocs sur les écrans, ce genre de choses. Donc, phasage, données temporelles, données financières pour la 5D et objets connectés IoT pour la 6D. Ok, merci de la réponse. Denis Leroux te posait la question, Clément, également, de savoir si l'IFC 4.3, qui intègre les ouvrages d'art, était en mesure de porter les éléments spécifiques dont tu parlais lors de ta présentation. Après, tu as le droit de voter en touche. Alors, partiellement, j'en discutais avec Michael Beaufils, qui est le pilote du groupe Mind Géotechnique, auquel on participe la semaine dernière. Et en fait, là, dans le développement des futurs IFC, il y a notamment des choses qui intéressent le groupe de Mind, le GT Tunnel, où en fait, il y aurait des notions à proposer des usages où on aurait besoin d'objets type filet métallique, grillage métallique, ce genre de choses. Donc, la prochaine version des IFC pourrait voir ces éléments, quoi. D'accord. Ouais. Sylvain. Oui, je t'écoute. Toujours une question de Denis qui se posait la question de savoir si vous aviez exploité les modèles 3D des maîtres d'œuvre dans les chantiers et en quoi ont-ils été utiles à la rédaction des spectres BIM rédigés dans la phase consultation qui sont en cours. Alors, j'ai envie de dire qu'on n'a pas forcément exploité les modèles en eux-mêmes, c'est plus ce qu'on a appris dans le travail mis en œuvre par les maîtres d'œuvre. C'est-à-dire qu'on a vu que ce n'était pas facile de les faire tomber d'accord. Il y avait trois BIM managers ou 3 équipes BIM qui travaillaient pour faire ces modèles. On a vu déjà des différences de point de vue sur la modélisation, des choses comme ça. Donc, ça nous a permis nous, de notre côté, d'essayer d'être un peu plus clair. Et derrière, avec l'AMO, donc je réponds en même temps à la question de Florent Robert. Donc l'AMO qui travaille avec nous, c'est notre AMO ingénierie générale. Et en l'occurrence, là, c'est des gens de chez ICOM qui nous ont aidés à rédiger cette convention BIM EXE DOE. Et donc, on a été un peu vigilant sur les éléments qu'on met à disposition des entreprises et ainsi de suite pour essayer de partir déjà sur une base commune, quoi. Parce qu'il y a ces sujets à discussion et pour essayer de donner une base solide pour qu'on n'ait pas autant de 10, 15 modèles différents où on va avoir des difficultés à coller, quoi, à mettre ensemble. Voilà, c'était plus sur l'approche que ça nous a aidé que vraiment le modèle 3D en lui-même. On s'en rend d'ailleurs bien à travers le retour d'expérience que tu as fait, ce projet qui est un vieux projet quelque part, que l'approche BIM est en train de s'installer en études principalement.
sur l'exé également. Mais on en est où? Tu disais qu'en Italie, le BIM, c'est obligatoire à partir de 100 millions d'euros de travaux. Peut-être que les lots ne font pas tous 100 millions, même si ça va vite dans le cadre d'un projet souterrain. Est-ce qu'on travaille encore, alors je ne pense pas en ingénierie, mais en exécution encore avec malgré tout des méthodes plus traditionnelles, ou est-ce que le BIM s'est imposé maintenant partout sur tous les lots? Alors, avec ma position, je n'ai pas la vision complète et globale, mais disons que malgré tout, c'est un peu disparate, quoi. Parce que je réponds un peu en parallèle aux autres questions. Les descendries qui ont été creusées dans les années 2000-2007, c'est sûr qu'on n'a pas de BIM. Donc là, il faudra faire un travail de modélisation, même si derrière, il y a l'ouvrage qui a été creusé, on va faire un revêtement. Donc le revêtement, celui-là, on saura le modéliser en BIM. Ce qui a été fait avant, je pense qu'on partira plus sur un relevé 3D, des choses comme ça. SNCF Réseau, dans les travaux de la plaine de Saint-Jean, là, en exé, ils travaillent en BIM et les entreprises qui répondent, ils doivent livrer un BIM, enfin un DOE BIM, on va dire. Il n'y a pas forcément dans la phase travaux un suivi en BIM, mais à la fin, ils livrent un modèle 3D BIM de ce qui a été réalisé. Et nous, dans certains chantiers qui ont commencé, la tranchée couverte par exemple, on est encore dans une méthode, on va dire, à l'ancienne, quoi. Donc c'est vraiment, on va mettre le paquet sur les travaux du tunnel de base, quoi, l'excavation du tunnel de base. Donc là, c'est sûr qu'on travaille en BIM. Et pour ce qui est de l'Italie, moi, des informations que j'ai, c'est obligatoire à partir du moment où on dépasse 100 millions d'euros, quoi. Voilà. Donc, les chantiers en cours, là, normalement, alors je ne suis pas sûr du montant, mais l'agrandissement des niches de la Maddalena, on devrait être en BIM aussi sur ces travaux-là. Okay. Jean Béard te posait la question de savoir quels étaient les usages concrets de la démarche mise en évidence sur TELT, exé-exploitation. Je suis pas sûr. Enfin, je sais pas. Je vais essayer de répondre sur comment je comprends la question. C'est-à-dire que, enfin, moi, j'ai un passé même professionnel, pas très grand, mais je sais que souvent, on a un ouvrage, il y a des modifications qui interviennent et on se rend compte, une fois qu'on va sur le terrain, que ce qu'on trouve dans nos archives, c'est pas tout à fait pareil. Donc, pour moi, l'intérêt vraiment du BIM, c'est d'avoir à la fin de la réalisation des travaux quelque chose de vraiment représentatif de ce qui a été fait. Par contre, ça demandera un vrai travail aussi du côté de TELT, quand on modifiera, je ne sais pas, enfin, peut-être en génie civil, pas forcément, mais un équipement, voilà, on va changer un ventilateur à un endroit. Il faudra aussi qu'on aille réalimenter cette base de données pour qu'elle soit toujours à jour. Donc, ça demandera une évolution des métiers, disons, du mainteneur, parce qu'il devra aussi gérer sa base de données. Parce que si à la fin, enfin, une fois que l'ouvrage est réalisé, on a un beau BIM DOE de tout, et si on le met de côté dans un placard, ça ne nous servira pas. Donc il faut vraiment qu'on fasse évoluer tout ça dans le temps pour pouvoir s'appuyer sur ces données et sur ces modèles 3D avec données, quoi. Je ne sais pas si ma réponse est très claire. Mais... On sent bien, ouais, en effet, je trouve l'ambition que l'on porte à travers le BIM sur les phases d'exploitation, etc. Bon, tu nous as d'ailleurs montré également tout le travail que effectué sur les DCE et sur les annexes DCE. Comment dire, souvent les entreprises nous font, pas les majors. On voit que Cannes s'investit beaucoup sur l'application du BIM, donc on sent qu'il y a toujours il y a quand même une prise en main par les entreprises de tout cela. Est-ce que aujourd'hui on est dans une application forte et contrainte de tous les aspects du BIM, ou est-ce qu'il y a encore des phases d'apprentissage au sein de grands chantiers comme le TELT, ou Clément, ça peut être aussi le cas dans les grands linéaires. On voit bien hein, que ces grands linéaires, vous les décomposez en lots, évidemment, qui sont à la fin finalement des formats plus appréhendables par tout le monde.
est-ce qu'on est dans une application sur des grands chantiers comme le TELT, là, dogmatique BIM, mais si on n'a pas finalement les certificats X, Y, Z, machin, on n'arrive pas à travailler? Pense pas qu'on parte là-dessus. C'est-à-dire que, comme je le disais, à partir du moment où on aura, disons, notifié les gros marchés, il y aura quand même une phase un peu de discussion, de mise au point sur ce que chacun des acteurs peut faire, sait faire. Et je pense qu'on essaiera, enfin, je parle peut-être plutôt en mon nom propre, hein, mais on essaiera de trouver un juste milieu entre l'exigence vraiment BIM au top et pas de BIM du tout, quoi. De manière à avoir quand même un modèle 3D, enfin un modèle BIM de qualité, tout en permettant aux différents acteurs de participer. Vincent Lefort s'inquiétait, Clément, sur. Et Sylvain, tu peux réagir évidemment. Là, on est dans la phase d'exécution. Les maquettes arrivent, évidemment. On a déjà une bonne idée de ce qui va se passer. Mais finalement, est-ce qu'on fait remonter beaucoup d'informations sur cette phase chantier? Sous quel format et avec quels outils? Et évidemment, quel intérêt partagé on peut y trouver? Euh, Du coup, sous quel format et avec quel outil? Aujourd'hui, on peut sortir des livrables qui sont utilisables, les livrables classiques, hein, les PDF ou peu importe, extraire les livrables de nos maquettes. Après, les maquettes complètes avec leurs infos peuvent être partagées via des viewers qu'on trouve dans les suites Autodesk ou sur des plateformes BIM. Voilà, je n'ai pas le nom, mais BIM Vision, ce genre de choses, par exemple. Et ensuite, remonter les infos du chantier. Ça va passer par des plateformes. Soit on reste sur du classique et de toute façon, c'est le service qui s'occupe de la réalisation des modèles qui les intègre. Par exemple, des modifications sur le gars sur le chantier peut faire un commentaire via son. Le chef de chantier peut faire un commentaire via son ordinateur sur la maquette parce qu'il a accès via le viewer gratuit qu'on lui met à disposition. Et ensuite, nous, au bureau, le service s'occupe de faire l'ajustement. S'il faut déplacer un ouvrage, apporter une nouvelle info, changer des objets, ce genre de choses. Et ensuite, on le retranscrit et on le retranscrit sur la maquette qu'on repartage via ce même viewer. Ou alors, s'il y a d'autres besoins, on sort les livrables mis à jour. Ça ne pose pas trop de soucis. Après, l'idée, c'est d'aller de pousser vers des plateformes que tout le monde va pouvoir utiliser. Mais avant d'arriver à ça, il faut se mettre d'accord sur comment on échange les informations, quels sont les cas d'usage des différents bureaux d'études ou maîtres d'ouvrage. Et du coup, en fonction, on a juste les moyens à mettre en œuvre, quoi. On n'a pas forcément l'utilité de tout partager avec tous les niveaux de précision et toutes les infos. Il faut s'ajuster, quoi. C'est un peu, ça revient un peu à ce que disait Sylvain juste avant sur le fait que le maître d'ouvrage peut mettre un cahier des charges comme ça. Si toutes les entreprises qui réalisent sont à ce niveau-là, ça ne matchera pas, quoi. Les outils peuvent être ajustés en fonction des besoins qu'on en a réellement. Si on est bureau d'études, entreprise, maître d'ouvrage. On va bien donc, d'où la nécessité d'avoir l'implication de tout le monde pour essayer de standardiser un peu tout ça, quoi. Ouais. C'est très rigolo, enfin, très rigolo. Ta réponse est simple et complexe à la fois, parce qu'on voit bien que finalement, il y a des outils classiques déjà bien en phase là, qui permettent déjà d'aller loin dans l'exécution de relations avec les tiers. Et à côté de ça, il y a quand même la demande d'une normalisation et de revenir éventuellement sur ces démarches des IFC quelque part. Et cette question des interopérabilités des outils.
quand on est maître d'ouvrage comme le TELT, ces questions d'interopérabilité, elles ont été abordées à quel moment? Sont-elles toujours abordées? De quelle manière? C'est pas un sujet facile parce que par exemple, rien que pour nous, c'est quand même un ouvrage souterrain. Les IFC tunnels sont pas encore sortis, hein. Si je dis pas de danneries, sortiront avec la prochaine version. Donc voilà, on se débrouille un peu comme on peut, quoi. Mais c'est un sujet sur lequel on est vigilant. C'est pour ça que je disais, par exemple, notre AMO, là, quand on a rédigé la convention EXE-DOE, il a fabriqué des modèles, disons des modèles de base de un peu tout ce qu'on pouvait représenter en ouvrage souterrain. Et en gros, les entreprises doivent aller piocher là-dedans pour après élaborer leurs éléments. Voilà, c'est un peu la solution qu'on a trouvée en attendant qu'il y ait vraiment des IFC pour tout. Voilà. D'accord. Standardisation, c'est pas forcément uniquement les IFC, hein, Franck. C'est déjà se mettre d'accord sur des cahiers des charges. Ensuite, les objets, le format d'export IFC, il va être très pratique pour les objets de structure, ce genre de choses. Ce sera peut-être pas le cas pour les modèles géologiques, géotechniques qui sont soumis à de fortes variations spatiales. Ça fait l'objet des discussions actuellement. D'accord. La standardisation, c'est déjà se mettre d'accord sur voilà, je suis bureau d'éteuves, je suis maître d'œuvre ou je suis maître d'ouvrage qui gère des parcs d'ouvrages de protection. De quoi je vais avoir besoin dans ma maquette DOE si je veux l'utiliser ensuite en exploitation. Ça, pour moi, ça fait partie aussi des choses à standardiser et sur lesquelles il faut que les maîtres d'ouvrage produisent des données, quoi, pour que les maîtres d'œuvre et les entreprises puissent s'aligner et répondre à ce besoin. Au-delà du format uniquement d'échange. Tu fais un lien avec une question d'Isabelle Alphon là, qui se posait la question sur la modélisation de la géologie et de la géotechnique dans le TELT. On en est où? J'ai entendu que la géotech était peut-être en retard sur la normalisation et les approches. Je vais botter un peu en touche, mais comme pour le moment, les travaux, il y a les niches de la Madeleine, mais les travaux souterrains, vraiment les gros, n'ont pas encore été attribués. Je ne sais pas vraiment répondre à cette question, malheureusement. Mais par exemple, c'est la même question que ce qui a déjà été creusé, qu'est-ce que vous en faites? Eh ben, il faudra qu'on trouve une solution, quoi. Voilà. Mais c'est en cours de réflexion, quoi. Voilà. La géotechnique, c'est en discussion dans le groupe de Mind, du coup, et l'état d'avancement aujourd'hui, c'est de définir la géotechnique et la géologie, l'hydrogéologie, et tout est inclus dans ce groupe de travail. Et en fait, aujourd'hui, on en est à définir les objets qu'il est nécessaire de standardiser. Est-ce que ces objets, on les modélise ou est-ce que c'est uniquement des informations qui seront portées par les modèles graphiques, mais qui ne seront pas forcément apparentes dans un modèle, qu'il soit 3D ou 2D, peu importe. Et, pour donner un exemple, en quoi ça consiste? C'est définir la sémantique. Qu'est-ce qu'un essai de traction? Qu'est-ce qu'un essai pressiométrique? Comment il est réalisé? Est-ce que c'est lié à des échantillons ou pas? Quelles données sont ensuite issues de manière brute de ces essais? Qu'est-ce qu'on en tire au niveau des propriétés géotechniques? C'est ce genre de choses qui est en train d'être discuté. Quels sont les besoins? Est-ce qu'on représente? Est-ce qu'on ne représente pas? Quel niveau de précision il nous faut dans les informations qu'on va relier à nos objets de terrain qui seront déclinés en objets géologiques, en modèles géologiques, en modèles géotechniques, etc. On arrive à la fin de la séance des questions-réponses. Donc, s'il vous en reste quelques-unes, n'hésitez pas. J'ai une dernière question de Philippe Gotteland qui posait Sylvain la question de savoir comment le TELT réfléchissait à la phase d'exploitation future dans une démarche BIM. Eh ben, on est encore en train d'y réfléchir parce que moi, à ma connaissance, après je ne suis pas non plus un expert du sujet, hein, mais
à ma connaissance, les outils de gestion de la maintenance assistée par ordinateur, moi, j'en connais pas encore qui sont vraiment interopérables pour le coup avec les maquettes. Donc, c'est vraiment c'est en cours de réflexion et on est un peu en veille technique sur ce qui se fait sur le marché. Mais l'idée, c'est vraiment de lier l'exploitation avec la maquette. L'exploitation, la maintenance avec la maquette BIM. Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions-réponses, et de réponses, donc associées évidemment, eh bien, un grand merci à nos deux interlocuteurs pour le retour d'expérience et la réponse qu'ils ont fournie évidemment à vos questions. Donc, prochain rendez-vous. Pardon. Tac. Prochain rendez-vous donc dans 2 mois pour la suite de ce cycle sur le BIM. Donc le 12 mars, on fera un retour d'expérience sur l'économie circulaire et la déconstruction en partenariat avec le cluster éco-chantier, toujours sur cette approche BIM. Et le 16 avril, ce sera notre partenaire ODIS en Nouvelle-Aquitaine qui organisera un retour d'expérience sur les ponts. Alors, encore une fois, on insiste sur le fait que le grand temps fort BIM cette année sur le monde de l'infrastructure sera le congrès InfraBIM Open. Ce congrès est né en Finlande et pour la première fois sera organisé en France à Lyon du 30 août au 1er septembre. On vous y attend nombreux. Et au-delà d'avoir le plaisir de se voir, nous espérons également que vous serez des intervenants. Donc, l'appel à l'intervention est ouvert sur le site d'InfraBIM Open. Donc, on vous encourage vivement à y consacrer, à proposer vos propositions. Donc, à très bientôt pour BIM et plus loin. Au revoir.